IDFM 98 de la bande est bonne FM, IDFM 98.fr sur toute la planète Terre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roman, le roman sur les hommes que toutes les femmes devraient lire. Je pense que les hommes aussi devraient les lire, mais bon, on va en discuter avec Robert Valette. Robert Valette qui a été guérisseur pendant plus de 40 ans, son histoire étant relatée dans le livre Être guérisseur au XXIe siècle, dont nous avons parlé sur cette antenne il y a quelques années. Donc, Robert Valette est formé en psychologie relationnelle de l'adulte, en analyse transactionnelle. Il est aussi conférencier professionnel. Il a été training manager d'un institut de formation de cadres de haut niveau. Il a par ailleurs reçu pendant 4 ans l'enseignement d'hindouisme et de yoga de Sri T.C. Sribashyam, ainsi qu'une formation de médecine tibétaine à Dharamsala par le médecin SAS du Dalai Lama. Robert Valette, bonsoir. Pourquoi vous dites que vous avez été guérisseur pendant plus de 40 ans, vous ne l'êtes plus? Bonsoir, Joël. Votre question m'interpelle. Effectivement, je suis guérisseur, c'est un état. Mais 40 ans de soins ont réussi à user une partie de mes énergies au point que je ne peux plus travailler comme je le faisais auparavant, exclusivement avec mon énergie, la prière et les impositions de main. Je suis trop fatigué. Mais je continue les soins à travers la médecine quantique. Donc, je suis toujours guérisseur, je ne suis plus en activité en tant que tel. Je suis maintenant thérapeute en médecine quantique. Ce livre, le roman sur les hommes que toutes les femmes devraient lire, ça a été écrit pour toutes ces dizaines de milliers de femmes qui vous ont fait confiance pendant plusieurs décennies lors des séances de soins au cours desquelles Oui. elles vous ont transmis leur image de l'homme et pour les confessions, des agressions tant verbales que physiques qu'elles ont Oui. subies. C'est un homme qui écrit un roman sur les hommes que toutes les femmes devraient lire. Effectivement, c'est très étrange et c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Pourquoi toi, en tant qu'homme, tu te permets de te mettre dans la peau de l'émotionnalité ou de la douceur de la femme? Est-ce que tu es capable de ça? Mais effectivement, 80% de mes patientes et de mes patients, pardon, étaient des femmes et 60 à 80% d'entre elles m'ont fait part de leur douleur. Donc, à vivre avec les femmes en permanence, et mon histoire à la femme est très ancienne, vivre avec les femmes m'a permis d'intégrer une grande partie de la sensibilité féminine et de comprendre en quoi cette sensibilité féminine était extrêmement blessée par la brusquerie masculine, pour ne prendre que ce terme pour l'instant. Vous savez, mon histoire avec les femmes, elle a commencé au mois de septembre 1955, quand j'ai eu la première relation intime avec une femme, ma mère, qui m'a mis au monde. Et puis, petit à petit, j'ai pris conscience en tant qu'homme que la femme est une beauté, que la femme est une force, que la femme a quelque chose que l'homme n'aura jamais, parce que l'homme ne pourra jamais concevoir, jamais comprendre la vie comme une femme peut la comprendre. Et au cours de cette vie de thérapeute, j'ai vraiment eu le sentiment que la femme n'était pas vue comme elle est. Alors pourquoi avoir écrit ce roman sur la femme, moi en tant qu'homme? Parce que j'ai eu simplement envie de leur apporter par écrit, de continuer ce que je faisais par mes soins, de leur apporter par écrit la suite de mes séances. Parce que ce qui est relaté dans cet ouvrage est plein de mystères et plein d'éléments qui peuvent paraître extrêmement romancés, et qui le sont en partie, mais il y a aussi des modes d'emploi que j'apporte et qui sont des modes d'emploi que j'ai appliqués en tant que thérapeute pendant des années avec mes patientes, les confrontant à leurs blessures au point de les amener à réagir pour pouvoir découvrir comment se défendre dans la vie. Oui, est-ce que vous avez eu une fille? Ah, alors, je vais vous répondre de façon peut-être ambiguë, oui et non, dans le sens que mon épouse, Christine, a une fille, Sophie, dont j'ai participé à son éducation par obligation, puisque je l'ai connue, elle avait 9 ans. Mais ce n'est pas ma fille, ce n'est pas ma chair. Donc, non, je n'ai pas eu de fille. J'aurais bien aimé. Je vous dis ça parce que dans le livre, donc c'est l'histoire d'une jeune fille, enfin d'une jeune femme qui s'appelle Isabelle, pas une jeune femme. Elle a 50 ans, je crois. Oui, Elle oui, a oui, c'est la ça. cinquantaine, elle a des problèmes avec son mari, mais donc elle va partir faire un voyage, elle va partir sur Compostelle et
il y a son père qui apparaît, c'est l'enseignement de son père. Et c'est très intéressant, c'est ce que le père aurait dû dire à la fille et qu'on n'a jamais entendu. Je le lis à la page 44. Écoutez attentivement ce qui suit, m'intime avec douceur la voix grave de papa, alors que son père est mort. Mais il lui envoie des messages. Toute la vie, tu seras regardé par les hommes et tu as besoin de ces regards pour exister. Même si ces regards t'ont mise mal à l'aise jusqu'à aujourd'hui, au fond de toi, dans ton cœur, tu devras maintenant toujours les accueillir en paix. Tu constateras, ma fille chérie, que tu mettras beaucoup de temps à choisir tes tenues, tes maquillages et tes coiffures pour te rendre belle et attirante, voire sexy. Et lorsque tu auras atteint ce résultat, tu auras l'impression que les hommes sont pervers et incorrects lorsqu'ils passeront du temps à t'observer. Tu diras que tu n'es pas une chose ou seulement un corps et que ta beauté est intérieure. Tu leur reprocheras leurs attitudes alors que tu auras mis beaucoup de temps à créer pour toi, autant que pour eux la femme que tu leur présenteras. C'est Oui. intéressant de voir comment le père pourrait aider justement la jeune fille ou la jeune femme à comprendre le regard des hommes. Oui, oui. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit au début de notre entretien, Joël. Vous avez dit ce livre, beaucoup d'hommes devraient le lire également. Eh bien, mon sentiment profond est que cet ouvrage devrait être l'élément que les pères de filles pourraient utiliser pour que leurs filles reçoivent l'enseignement que eux, en tant que papa, ne peuvent pas donner. Parce que un papa aujourd'hui, à part dans certaines familles peut-être, ne peut pas parler de sexualité avec sa fille de 15 ans. Ça ne passe pas ou très peu. Et là, effectivement, par ce père qui apparaît sur le chemin initiatique d'Isabelle, elle reçoit, Isabelle, l'enseignement que son père n'a pas pu lui donner quand elle était petite. C'est une particularité très importante de cet ouvrage. C'est cet enseignement qui est donné par une voie magique. C'est pour ça que c'est initiatique. Il lui explique aussi qu'il faut savoir dire non, et là, il fait appel au grand-père. Il lui rappelle que son grand-père, comme elle parlait beaucoup et répondait souvent avant la fin de la question qu'il lui posait, il lui disait toujours la même phrase dont elle n'a pas encore compris tout à fait le sens, et que tu ne respectes pas avant de répondre oui ou non à une question, tu dois tourner 7 fois ta langue dans la bouche. Pourquoi 7 fois? Et là, vous dites que c'est 7 fois, c'est… Alors nous avons certainement à peu près le même âge tous les deux, ou vous êtes plus jeunes que moi peut-être. Nous avons entendu ça de nos parents. Nos parents nous disaient, tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Est-ce qu'ils savaient pourquoi 7 fois était important? Nous sommes faits de 7 plans, de 7 corps vibratoires. Je suis un guérisseur, je suis un énergéticien. Et effectivement, ces différents plans majeurs de notre être sont au nombre de 7. Et si nous passions au crible de ces 7 plans, le physique, le mental, le spirituel, l'émotionnel et autres, si nous passions nos réponses au crible de ces plans, nous verrions que parfois notre réponse serait différente. Oui, sauf que si on est en train de compter jusqu'à 7, on oublie la question. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, la dimension de réflexion, vous savez, savoir dire non, c'est très compliqué. Et il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à ce sujet, il y a beaucoup de cours, de formations pour apprendre à se respecter et à dire non. À mon avis, la façon la plus simple, c'est de se dire, est-ce que je suis en paix sur tous les plans de mon être, sans compter jusqu'à 7? Est-ce que je suis en paix avec la réponse que je vais donner sur tous les plans de mon être? Et il se peut que je ne sois pas en paix au niveau émotionnel, ou au niveau affectif, au niveau sensuel, au niveau intellectuel. Oui, mon affect me fait dire oui, je vais répondre, mais intellectuellement, je sais que ce n'est pas juste. C'est simplement cette prise de conscience que nous parlons trop vite. On va rester un peu sur le non. Moi, je me souviens d'une Oui, formation où on nous demandait d'aller dans la rue et d'interpeller des gens qu'on ne connaissait pas pour qu'ils nous disent non, oui. pour qu'on obtienne un non. Pas un oui. Finalement, les gens, ils ont tendance à dire oui. On a du mal à Mhm. obtenir un non, à moins de vraiment de forcer les choses. Donc, Oui. c'était intéressant de voir les questions qu'on leur posait pour obtenir un non. Et quel résultat aviez-vous? Ça marchait. D'accord. Et l'intérêt, c'est
c'est que la personne qui était en face de nous avait l'impression d'avoir perdu quelque chose, alors que nous, on avait gagné la partie, puisqu'on avait réussi à lui faire dire non. Moi, je me rappelle, j'avais demandé à une dame, je peux regarder ce qui est dans votre sac? Elle m'avait dit non. C'est excellent. Oui. Mm. Cette femme, Isabelle, elle dit que les hommes sont menteurs, égoïstes, lâches, incapables de reconnaître leurs fautes. On ne peut pas compter dessus et pour couronner le tout, ils sont tous infidèles. Et les questions de fidélité dans le livre, c'est quand même un des sujets du livre aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, cette phrase que vous venez de citer, c'est du mot à mot de ce que, je veux dire, 30% de mes patientes ont répondu quand je leur ai posé la question « Que dites-vous entre copines sur les hommes ?» Eh bien, c'est cette réponse-là que j'obtenais très souvent. Alors, bien sûr, il y a cette notion d'infidélité. Je ne veux pas dévoiler le livre, vous vous en doutez bien, mais cette question d'infidélité revient tout le temps. Alors, n'est-elle pas, je pose la question, et je ne dis pas qu'il y a la réponse dans le livre, mais n'est-elle pas inhérente à l'homme, cette infidélité? N'est-elle pas liée à la structure de l'homme et à son besoin qui n'est pas le même que celui de la femme au niveau relationnel, au niveau intimité? Et là, c'est vraiment un des sujets primordiaux du livre, c'est-à-dire que j'ai souhaité, en écrivant ce livre, que les hommes qui vont le lire comprennent à quel point le comportement masculin est incompréhensible pour la femme, dans la plupart des cas. Oui, c'est une question d'hormones. Oui, c'est une question d'hormones. Alors, son père, finalement, la suit dans cette épreuve. Il lui répète sans arrêt tout au long du livre, l'épreuve a pour but de voir qui nous devenons dans l'épreuve. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que veut dire le papa par là? Que nous sommes tous confrontés en permanence dans nos vies à des épreuves. Et ces épreuves vont avoir un impact sur ce que nous sommes, sur ce que nous devenons. Et si nous sommes un être plein d'amour, de bonté et de douceur, et que une épreuve, quelle qu'elle soit, nous rend agressifs, violents, colériques, l'épreuve nous a transformés. En réalité, l'épreuve n'a pas pour but d'être dépassée, à mon avis. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Mais pour moi, l'épreuve n'a pas pour but d'être dépassée. Elle a pour but de voir qui nous devenons dans l'épreuve. Comment l'épreuve nous transforme-t-elle? Et j'ai souvent pris cet exemple pendant mes nombreuses séances de soins en disant à mes patients, mais si là, à l'extérieur, quelqu'un agresse ma femme ou ma fille, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis quelqu'un de physiquement assez balèze. Les gens m'ont toujours dit, ben, vous sortez et puis vous faites votre justice. Mais la question, c'est, est-ce que je vais devenir un bourreau pour autant? Est-ce que je vais juste arrêter l'acte ou est-ce que je vais devenir un bourreau? Et on ne sait pas qui nous sommes en réalité. C'est l'épreuve qui nous montre qui nous sommes. Et cette phrase revient souvent dans le livre, effectivement, c'est presque le leitmotiv du livre. Nous traversons des épreuves pour voir qui nous devenons. Et c'est initiatique, cette prise de conscience. Parce qu'un enfant qui se met à crier, à nous fatiguer, nous rentrons du travail, nous sommes excédés, et on a notre petit de 3 ans qui crie, qui pleure, nous l'aimons, c'est notre petit, c'est notre chair. Et pourtant, parfois, nos attitudes dépassent largement ce que nous voudrions. C'est l'épreuve du cri de l'enfant qui nous met hors de nous et qui nous fait devenir quelqu'un d'autre. Si nous arrivions à ne pas nous transformer à cause de l'épreuve, de rester ceux que nous sommes des êtres d'amour, restons des êtres d'amour. Nous sommes des gens pleins de générosité, il n'y a pas de limite à avoir. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment cette dimension de transformation de l'épreuve. Pour revenir au sujet du livre, quand il y a une tromperie, une infidélité, quel que soit le côté, il y a un couple, il y a 2 personnes qui s'aiment, qui se sont liées très intimement et très profondément. Et qu'est-ce que l'on remarque à cause de cette infidélité? Que parfois les gens deviennent des monstres pour accuser l'autre, pour le blesser, pour tirer parti de l'histoire. Nous sommes transformés par nos épreuves. Finalement, les femmes ont envie d'être regardées et en même temps ne supportent pas d'être regardées. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord.
ce qui fait qu'une femme existe, non pas biologiquement, un être féminin, c'est un être féminin, point à la ligne, mais socialement, intimement, une femme existe parce qu'elle est vue comme telle. Si elle n'est vue que comme un objet, ça ne la nourrit pas. Si elle n'est vue que par ses connaissances et ses formations, elle ne sera pas non plus nourrie. Ce qui nourrit l'être, nous sommes faits pour échanger. Ce qui nourrit l'être, c'est le regard de l'autre qui nous montre que nous sommes dans un groupe où il y a un échange possible. C'est ça qui nous nourrit. Et parmi les dizaines de milliers de femmes qui sont venues en soins auprès de moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'au moment où il y a une rupture dans le lien homme-femme dans le couple, c'est au moment où l'autre ne nous voit plus comme nous sommes. C'est là que ça commence à se rompre. C'est cette dimension de j'existe à tes yeux en tant qu'être humain complémentaire. Mais malheureusement, la femme est vue aussi comme objet du fantasme et n'est plus le compagnon ou la compagne, mais devient un objet attirant. Il y a des raisons à cela, j'espère avoir réussi au sein du livre à les faire jour, à permettre au lecteur masculin de comprendre en quoi ce désir de voir la femme est normal, mais que l'attitude qui en découle doit être normale et souvent ne l'est pas. Oui, donc c'est ça, les femmes ont peur parce qu'elles n'ont pas la force des hommes. Et à un moment, elle rencontre un garçon qui s'appelle Hervé qui lui dit l'hormone mâle, la testostérone qui active le besoin de procréation et la libido masculine est également l'hormone du combat, de l'agressivité, du chasseur et du prédateur. Dans votre être de femme, cette information est inscrite dans vos gènes, au plus profond de vous. C'est-à-dire, on sait très bien en tant que femme que si un homme a envie de nous plaquer quelque part, il y arrivera. C'est-à-dire que voilà, on se sent un peu des proies. Absolument. J'aime beaucoup le mot que vous employez, Joël, parce qu'il a été dit et dit et dit et redit dans ma salle de soins pendant des années. Nous sentons que nous sommes des proies. Et parfois, la peur nous prend juste à cause de cette perception. Effectivement, à moins d'être championne de karaté ou de boxe ou de judo, une femme qui est ceinturée par un homme n'arrivera pas à se dégager. Cette dimension de puissance masculine, je l'ai mise à profit pendant mes soins pour contraindre les femmes à être obligées de se défendre. Et cette défense physique, elle est toujours vouée à l'échec, dans 90% des cas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis au point une méthode que j'explique dans le livre et dont nous ne parlerons pas si vous voulez bien, qui est un outil qui va permettre, c'est un mode d'emploi pour permettre à toutes les femmes de sortir de l'agression d'un homme, quelle que soit sa taille et sa force. Et j'ai un témoignage ici, nous parlons, je suis ici à la montagne et une personne, une amie a lu le manuscrit avant sa sortie, une personne qui a été agressée, violée, et qui m'a dit, mais mon Dieu, si j'avais su ça, mais jamais il aurait pu arriver à ses fins, cet homme. Mon but a toujours été, dans ce livre et dans ma vie de thérapeute, d'apporter à la femme les outils nécessaires pour exister paisiblement, en paix dans ce monde. Donc effectivement, j'apporte une clé pour que les femmes qui vont lire ce livre sachent être en sécurité, se sachent en sécurité et sachent l'être s'il y a une agression qui se présente. Deuxième partie, c'est au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM 98.fr sur toute la planète Terre avec Robert Valette. Nous poursuivons notre enquête sur ce roman sur les hommes que toutes les femmes devraient lire. Page 101, vous vous posez la question, sommes-nous donc si différents hommes et femmes? L'homme a-t-il vraiment besoin de pouvoir poser ce regard érotique sur la femme tout au long de sa vie pour se sentir existant? Est-ce qu'il en a besoin, Robert Valette? C'est une évidence. C'est une évidence. L'homme se sait existant par l'émotion, je prends ce mot volontairement très précis, par l'émotion que la femme va provoquer sur lui. L'homme est existant par l'indication qui s'inscrit en lui
au niveau de sa chair, quand il voit une femme, il y a une trace, il y a quelque chose qui se crée chez l'homme. Et l'homme ne réagit pas du tout à la vue d'un homme comme il réagit à la vue d'une femme, quelle que soit la femme ou quel que soit l'homme. Si ce n'est pas un homosexuel masculin, il aura, en regardant un homme, une froideur, une distance, même si son regard est empreint de « Waouh, quel bel homme !» ou « Qu'est-ce qu'il est charismatique » ou qu'importe. Et quand il regarde une femme, quelle qu'elle soit, il y a autre chose qui se met en jeu en lui. Ce n'est pas obligatoirement le chasseur ou le prédateur, mais ça stimule quelque chose chez l'homme, il se sait existant. Et si la femme lui renvoie le regard, immédiatement chez l'homme, ça provoque un désir d'aller plus loin, alors que le regard de la femme n'avait peut-être pas cette fonction-là. Oui, je pense que l'homme a besoin de regarder la femme pour se sentir homme. Alors, sur ce désir d'aller plus loin, il y a aussi une solution dans votre livre pour les femmes, pour arrêter justement dans le désir de l'homme, le vouloir aller plus loin. Oui, oui, bien sûr, parce que je vous coupe la parole, Joël, parce que c'est un élément important que je ne voudrais pas que nous dévoilions. Il y a des clés. Et de par ma formation, comme vous l'avez dit au début de notre entretien, de par ma formation de psychologie liée à l'adulte, je connais relativement bien, assez bien les éléments qui permettent d'agir sur la psyché. Et effectivement, il y a quelques phrases, quelques mots, quelques attitudes à adopter pour une femme pour réussir à stopper net le fantasme qui se met en route, c'est-à-dire l'histoire créée avant qu'elle n'arrive, donc un fantasme, créé par l'homme quand il rencontre une femme et qu'il commence à parler avec elle. Il est possible de faire changer l'état d'esprit de l'homme avec un seul mot, qui est dans le livre, que les lectrices découvriront et utiliseront, j'espère, à bon escient. Qui ne le blessera pas et qui finalement fera que ça sera une sortie heureuse, c'est-à-dire il n'y aura pas de soucis, c'est pas un non catégorique. Cette Isabelle, elle est sur son chemin, elle se fait violer, elle manque d'être violée, et c'est une femme qui la sauve de là, Lola, une ancienne prostituée, donc forcément, toutes les deux, elles ont un parcours assez atypique, l'une demandant à l'autre quelle est sa relation aux hommes, et Lola lui a dit je ne t'ai pas sauvé la vie car les viols se terminent rarement par la mort physique. Par contre, je suis d'accord, je t'ai évité un très mauvais moment, ça c'est sûr. Mais tu as raison, le viol est un assassinat, dans le sens où après cette épreuve, il y a un moi qui est mort à jamais et rien ne permet de revenir à avant. Il y a cette histoire de viol. Je vous remercie, Joël, d'avoir lu ce passage. Le viol est une violence inacceptable, inadmissible, blessante, et toutes les femmes l'ayant subi, ou tous les hommes l'ayant subi, en restent marqués à vie. Ce n'est pas une mort physique, mais c'est un assassinat de l'intime. Et cette dimension-là, elle est fondamentale dans la compréhension de ce qu'est le fait d'avoir été agressé et violé. Pourquoi est-ce que c'est fondamental? Parce que il y a tellement de femmes agressées ou d'hommes agressés qui ne vont pas jusqu'à porter plainte, qui ne vont pas se mettre en situation d'être reconnus comme personne blessée, comme victime. Un des moyens de comprendre la nécessité, c'est de bien comprendre que c'est un assassinat et que tout le reste de la vie sera marqué par cette trace. Donc oui, le viol est un assassinat sur le plan de l'intime et on ne redeviendra jamais comme avant. Et ce n'est pas moi qui ai inscrit cette phrase dans ce livre, c'est justement la personne dont je parlais tout à l'heure ici, qui a lu le manuscrit et qui m'a dit « Mais Robert, j'ai été violée, mais c'est un assassinat, Robert, c'est un assassinat. Je ne serai plus jamais la femme que j'étais. » Cette prise de conscience est fondamentale et les hommes qui liront ce livre, je pense que ce seront déjà des hommes qui auront une conscience de ce qu'est la femme. Bien sûr, pour pouvoir lire ce livre, tous les hommes ne le liront pas. Néanmoins, ceux qui le liront et qui auront peut-être eu ou auront dans le futur des pulsions de viol, comprendront à quel point c'est gravissime et peut-être ne passeront pas le pas. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la femme doit comprendre que
la méthode que je donne à la fin de ce roman, qui est un roman assez personnel malgré tout, puisque j'utilise des éléments que j'ai utilisés pendant des dizaines d'années pour aider les femmes. Les femmes qui vont comprendre en lisant ce livre et en ayant conscience que c'est un assassinat, qu'il est préférable d'utiliser la méthode que je donne, le mode d'emploi, pour sortir des griffes d'un homme que de se laisser violer. Ça, c'est sûr. Alors, son père revient encore, le père d'Isabelle, et lui dit l'épreuve a pour but de voir qui nous devenons dans l'épreuve, et il rajoute et tu ne dois pas rester une victime à vie. Oui, oui, parce que cette victimisation involontaire, mais qui s'inscrit dans la psyché de la personne qui a été agressée, elle est à vie. Et le fait d'expliquer ce qui s'est passé, le fait d'obtenir une reconnaissance permet d'effacer une partie de cette blessure, pas la blessure complète, mais une partie de cette blessure, et on sort de cet état de victime en entrant dans un état de personne reconnue comme telle. On n'est pas une victime abandonnée, on est une victime reconnue. C'est la raison pour laquelle le père d'Isabelle insiste sur cela. Mais vous savez, Joël, je voudrais reparler du père d'Isabelle, qui arrive de façon étonnante, mais c'est donc un défunt. Et dans ma vie de thérapeute, j'ai été en contact avec tellement de défunts de mes patients qui sont venus m'apporter des outils, des mots, des clés, me permettant d'apporter de l'aide aux autres, que je n'ai pas pu faire autrement que de glisser dans ce livre cette particularité de la connexion avec les défunts. Oui, alors, ça, c'est pas une connexion avec les défunts. Imaginez Oui. un monde où les hommes ne pourraient pas sortir après 21 heures. C'est la question qui a été posée sur Twitter et les Oui. réponses sonnent comme un doux rêve irréalisable. À l'origine de cette réflexion, en 2018, Daniel Muscato, son tweet repris par la féministe Alimatou Souko sur Instagram a été traduit dans plusieurs langues et les femmes du monde entier se sont mises à imaginer des nuits sous le signe de la liberté et de la sérénité, une vie sans crainte de rentrer seule une fois la nuit tombée. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de sortir la nuit. Mon Dieu. Vous, en tant que femme, vous me posez la question. Alors, ma réponse est Non, oui. moi, Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de sortir la nuit, qui ont peur de se retrouver seules dans un parking, qui ont peur de se trouver seules dans une rue avec 3 ou 4 personnes en face d'elles. Et cette peur, Joël, cette peur, elle est liée au fait dont nous parlions il y a quelques minutes, qui est l'incapacité de se défendre au niveau de la force. Alors qu'après la lecture de mon livre, les femmes se rendront compte qu'elles n'ont pas besoin de force physique pour sortir d'un mauvais pas. Donc, effectivement, cette peur de sortir la nuit, elle couvre une partie immense de la jante féminine. Oui, il Oui, faudrait quand même qu'il n'y ait pas trop de personnes qui l'attaquent, hein, quand même. Hein. S'il y a plusieurs personnes, ça faudrait trouver une autre solution. bien sûr, bien sûr. On est bien d'accord, le mode d'emploi fonctionne parfaitement avec une personne qui attaque. Mais dans la majorité des viols, ce sont des personnes seules, ce ne sont pas des viols en bande. Cette femme, elle dit, si les hommes ne sortaient pas après 21 heures, j'irais dans des bars toute seule, je marcherais avec les 2 écouteurs sur les oreilles et sans coincer mes clés entre mes doigts, je mettrais les chaussures qui me plaisent et pas des chaussures avec lesquelles je peux courir vite, car on ne sait jamais. Ce ne sont pas mes mots. Ce ne sont pas mes mots. Et c'est la raison pour laquelle j'ai repris ce texte qui a vraiment fait un tollé, un tabac. Ça a été extraordinaire quand il est sorti. Je l'ai repris parce que ce n'est pas moi en tant qu'homme qui peut dire ça. Ce sont des paroles de femmes. Ce sont des paroles de femmes qui vivent au quotidien en ville et qui ont peur et qui effectivement coincent leur clé de voiture dans la main pour pouvoir, au cas où, infliger une blessure à l'homme qui va les agresser. C'est une réalité, malheureusement. D'ailleurs, n'y a-t-il pas eu le 25 novembre la journée mondiale contre les violences sexistes et sexuelles des femmes? Mm. C'est toujours d'actualité, malheureusement. Est-ce que vous pensez, Robert Valette, que c'est aussi pour ça que les 3 quarts, même 90% des femmes sont en pantalon et plus en robe? Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Quand vous voyez une jeune fille qui se fait traiter de prostituée, de pute et d'autres mots de ce genre-là, du moment où elle est en jupe, mais l'émancipation dans laquelle nous étions dans les années 68, le début de la mini-jupe,
Aujourd'hui, c'est inconcevable, parce qu'il y a vraiment un changement d'attitude masculine et sociétale concernant l'habit de la femme. Regardez ces photos de footballeuses qui ont fait la une des journaux parce qu'elles avaient les jambes écartées en lançant un coup de pied dans un ballon. On est dans un monde quand même extrêmement étrange. Et la femme a besoin de reprendre sa force. C'est pour ça que Isabelle, à la fin de son parcours, vit une situation dans une voiture qui lui permet de se positionner très clairement vis-à-vis de l'homme en face. Et ce genre d'attitude donne un peu plus de force chaque fois à la femme. Mais bien sûr, nous sommes dans un monde où la femme n'ose plus s'habiller comme elle le souhaite. Oui, et puis c'est vrai qu'on court plus vite avec des baskets qu'avec des talons aiguilles. Avec des talons. Donc la relation entre Isabelle et Lola, c'est la relation entre Isabelle, la femme fidèle qui n'a jamais trompé son mari, qui connaît peut-être qu'un homme dans sa vie, et Lola qui, elle, est une ex-prostituée. Et c'est intéressant parce que Lola demande à Isabelle comment c'est d'avoir un seul homme. Oui. Oui. Est-ce que tu l'aimes? Enfin, elle lui pose un tas de questions et Isabelle veut savoir ce que c'est qu'une vie de prostituée. Et Lola lui dit que c'est les travailleuses du sexe. Hein. Il y a une grosse partie sur les travailleuses du sexe. Alors, il y a une raison, vous imaginez bien, si j'ai abordé ce sujet dans ce livre, qui aurait pu très bien passer à côté de ça. J'ai abordé ce sujet parce que j'ai travaillé avec des prostituées en tant que guérisseur, que ce soit à Genève ou à Marseille, et la blessure, reconnue ou pas, de beaucoup de ces femmes qui ne sont pas des travailleuses du sexe, qui sont des femmes prostituées, il y a une grande différence, et j'ai utilisé à nouveau des mots de femmes, des lettres écrites par des femmes pour justifier, pas pour justifier, pardon, pour expliciter la compréhension de ce qu'est la prostitution. Nous sommes actuellement dans une période où nous allons avoir un pouvoir d'achat qui va se réduire, on va se trouver beaucoup d'entre nous dans des situations difficiles avec tout ce qui se passe dans le monde, et il se peut que certaines femmes se disent « j'ai mes 2 enfants à nourrir, leur père n'est pas là, il faut que je trouve des solutions, et si, malgré toutes les réticences, je passais par l'amour tarifé pour réussir à nourrir mes enfants ?» Bien sûr, c'est une possibilité, mais c'est un pas définitif. On ne revient jamais en arrière, on ne revient jamais dans un autre état. On est blessé de cela à vie. Et les textes que j'utilise dans le roman sont des textes écrits par des prostituées, des ex-prostituées. Et je pense qu'il est important pour toute femme qui pourrait se poser la question, est-ce que c'est une solution? Est-ce que ça pourrait être une solution in extremis? Eh bien, peut-être que de lire le livre avant de passer à l'acte les aiderait à comprendre ce que c'est vraiment que la prostitution, que l'amour tarifé. Il y a 2 lettres. Hein. Il y a une lettre où Oui. Lola remercie. Ah, oui. Oui. Ah, cette prostituée qui a... C'est l'exemple exact de la phrase leitmotiv de ce roman qui est « l'épreuve est là pour que nous comprenions qui nous devenons dans l'épreuve ». Eh bien, cette deuxième lettre de prostituée, c'est exactement ce que doit être une épreuve, la façon de vivre une épreuve et de traverser une épreuve. Mais on n'en dira pas plus, si vous voulez bien. Non, on n'en dira pas plus. Sur cette lettre. Ouais. Dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bonne FM 98.fr sur toute la planète Terre. Robert Valette, le roman sur les hommes que toutes les femmes devraient lire. Sur la couverture, on voit un jeune homme qui est en train de siffler une nana qui passe alors qu'il est avec sa copine juste à côté. Et la copine, elle n'apprécie pas trop. C'est comme ça. Dans ce livre, donc, comme elle va à Compostelle, elle va rencontrer Hervé, le prêtre guérisseur. C'est vous, Hervé, dans le livre. Hein. Qui sait? Qui sait? Peut-être, certains patients m'ont posé la question. Est-ce qu'on laisse le blanc? Non, on ne va pas laisser le blanc. Je pense que Hervé est intéressant parce que juste en fermant les yeux, il se branche à elle et il arrive
à lui raconter son histoire. Oui, oui. Oui, ça a été ma vie pendant tant d'années. Effectivement, Hervé, c'est Robert Valette. Ce sont mes initiales. Est-ce que vous ferez un livre, le roman sur les femmes que tous les hommes devraient lire? Vous pourriez le faire aussi, celui-là. Alors, il y a une suite à ce livre, mais qui n'est pas celle-là. La suite de ce livre qui est prévue, c'est le carnet secret d'Isabelle. C'est ce qu'Isabelle a noté tout au long de son voyage initiatique dans ce fameux grimoire. Et ça, ce sera un livre. Le roman sur les hommes que toutes les femmes devraient lire, je ne pense pas être capable de l'écrire. Parce que de mon point de vue masculin, je ne serais certainement pas le mieux placé. Bon, je vais vous raconter comment ce livre est né. Oui. Parce qu'il y a une raison si ce livre existe. Eh bien, il y a 3 ans de cela, mon épouse et moi, nous étions partis en Espagne pour fêter son anniversaire dans un bel hôtel. Et la première nuit, je me suis réveillé de la première nuit dans cette chambre d'hôtel avec les 100 premières pages de ce livre, mais quasiment inchangées. Il est descendu pendant une semaine de cette manière-là. C'est la raison pour laquelle je l'ai écrit. Sinon, je n'avais pas envie d'écrire ce livre. Ça s'est imposé. Et c'est comme ça que j'ai reçu tellement d'éléments dans mes soins. Vous releviez le fait que, comme Hervé, dans le livre, se fermait les yeux et savait ce qui se passait chez ses patients, mais ça a été ma vie en permanence. Je travaillais comme ça, exactement comme nous le lisons dans le livre. Cette réception de ce livre fait qu'il s'est imposé. Je n'ai pas choisi d'écrire ça. Ce n'est pas un effet de ma volonté. Et l'histoire est collée et cousue autour d'éléments que je maîtrise, qui sont le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, que j'ai parcouru 3 fois, qui sont tous les sites, tous les lieux que je cite sont des lieux que je connais et où je suis allé. Les personnages rencontrés, je les ai rencontrés. Donc, ce livre est du réel, même si c'est un roman. Vous êtes parti du Puy-en-Velay aussi pour aller à Compostelle? Oui, oui, je suis parti du Puy-en-Velay. Le premier voyage, j'ai eu un accident à un pied, j'ai dû interrompre, repartir. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire, le chemin de Saint-Jacques. Je l'ai fait seul la première fois, je l'ai fait avec mes 2 enfants petits la deuxième fois, à 9 ans et 13 ans, mes 2 garçons. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, le chemin de Saint-Jacques. C'est vraiment un chemin initiatique. Sauf si on le fait en courant, comme je connais de Zurichois, de Suisses zurichois, qui l'ont fait depuis Zurich en 28 jours, mais en short et en chaussures de course, en ne faisant que ça. Si on le fait intimement, c'est un chemin extraordinaire, extraordinaire. Et tous les Jacquais, tous les anciens parcoureurs du chemin de Saint-Jacques, tous ceux qui ont fait le chemin et qui ont lu mon livre, dans ce que je connais bien sûr, ceux qui m'ont rapporté ça, ont été extrêmement touchés de retrouver le chemin au travers du livre. Parce que l'ayant vécu, ce qui est cité réveille de beaux souvenirs chez certains. Donc la suite, ça serait le grimoire d'Isabelle. Oui. Et peut-être d'autres choses. Vous savez que je suis prêtre, même si je ne suis plus en fonction. J'ai un livre sur la beauté de l'immanent, qui viendra peut-être un jour. Je ne m'arrêterai pas d'écrire, je ne pense pas. Mais celui-ci est un élément qui touche pour moi le plus important de notre humanité, qui est la femme. Vous êtes, en tant que femme, vous êtes les femmes, vous êtes plus nombreuses que les hommes sur la planète Terre, vous le savez, hein, il y a un pourcentage plus important de femmes. Et je suis outré profondément de voir comment la femme est traitée, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sexuel, au niveau familial, au niveau… C'est une honte. Vous êtes plus de la moitié de l'humanité. Comment se permet-on de se comporter ainsi avec vous? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est un peu dans le but de rapporter à la femme une fierté, une force, une conscience de sa beauté que ce livre est arrivé jusqu'à un éditeur. C'est également l'histoire d'une situation dans laquelle se retrouve fréquemment la femme de 50 ans. Enfin, c'est pas une gamine qui part, c'est une femme Non. de 50 ans. Donc, c'est sur la maturité de la femme. Oui. On parle beaucoup, vous savez, en tant qu'homme, je peux parler en tant qu'homme, il y a certaines blagues graveleuses
du style « échangerai volontiers femme de 50 contre de 25 ». Il y a beaucoup d'attitudes masculines dans cet ordre-là. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné dans la vie qui fait que l'épouse, la compagne, la femme avec qui on a fait des enfants, que l'on a aimé passionnément, avec qui on a vécu des choses extraordinaires, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup qu'elle perd son intérêt pour le masculin? Elle perd son intérêt vis-à-vis du masculin, elle, mais le masculin ne la voit plus avec intérêt. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une explication concrète qui permet de prendre conscience de cela et de savoir comment agir. C'est toujours la même chose que j'apporte à travers cet ouvrage, c'est vraiment un mode d'emploi sur maintes situations, savoir dire non, savoir se défendre, savoir repousser les avances d'un homme, comprendre pourquoi à un moment donné l'homme s'éloigne, pourquoi l'homme n'est plus aussi intéressant pour nous en tant que femme. Il y a vraiment une structure qui va permettre d'apporter des outils à toutes les femmes qui liront ce livre. Mais pour les pères, et je reviens aux hommes, ça va aussi leur permettre de comprendre ce qui se passe en eux au moment où là, il y a cette perte d'intérêt pour le féminin. Et puis pour les pères, eh bien, d'apporter vraiment, vous savez, à nouveau dans les attitudes masculines, quand on a un garçon, on se fait du souci pour un zizi. Quand on a une fille, on se fait des soucis pour 100 zizi, si vous comprenez. Donc c'est vraiment, l'homme a peur de la femme et a peur que la femme devienne, la jeune fille devienne l'outil, le jouet des autres hommes. Quand on est père de famille, c'est ça qui se passe. Donc cette dimension de puissance masculine, quand on est père d'une fille, on sait à quel point c'est dangereux pour la fille que l'on a fait, qui est notre chair. Donc on en a peur. Eh bien, toutes les jeunes filles qui liront ce livre auront une force que les autres n'auront pas. Elles auront la possibilité de comprendre comment ça fonctionne et de se défendre en cas de besoin. En tout cas, c'est le but qui s'est fait jour au cours de l'écriture de ce roman, puisque les 100 premières pages ont coulé d'elles-mêmes et le reste a été un travail de 9 mois, un accouchement. Un accouchement. Oui, on peut dire que les jeunes hommes, l'intérêt qu'ils ont, c'est de cueillir le plus, de faire le plus beau bouquet, de cueillir le plus de fleurs possible. Oui, c'est très joliment s'intéresser dit. à ce que devient la fleur. Oui. Mais bon, c'est Oui. aussi la vie, hein, je veux dire, c'est naturel qu'il y ait une attirance. Alors, il y a effectivement ce côté naturel. Nous sommes des êtres, nous sommes des animaux. Nous sommes des animaux sexués. J'aime énormément le livre « Le sexe ou la mort » d'André Comte-Sponville, où il explique extraordinairement bien la dimension du désir et du fantasme et du désir qui est créateur d'érotisme au-delà de la sexualité pour se reproduire. Les animaux, à notre connaissance, n'ont pas de fantasme dans leur reproduction, c'est animal, le but c'est de se reproduire. Nous avons quelque chose en plus. Mais c'est ce quelque chose en plus qui devient dangereux, parce que l'érotisme se nourrit de violence, se nourrit d'interdits, et l'homme est beaucoup plus présent à cette dimension érotique que la femme est présente dans la violence, que la femme, elle est beaucoup plus dans la douceur. Donc, 50 nuances degrés est un livre et un film qui a montré cette dimension de cette presque violence masculine qui nourrissait Monsieur Gray. À un moment, vous expliquez que les femmes, elles n'osent pas se défendre aussi parce qu'elles ont peur de faire mal. Eh oui. Vous avez une conscience de la vie que l'homme n'aura jamais, parce qu'elle est viscérale chez vous. Vous avez cette conscience dans vos tripes, dans votre ventre, et blessé, mais blessé, c'est impossible, objectivement, sans remettre en cause ce que l'on est en tant qu'être féminin porteur de la vie. Donc, il y a cette dimension-là. Il y a cette dimension qui est je ne veux pas. Et moi, j'ai connu à Genève une femme qui était prof de karaté, qui s'était fait agresser par 2 adolescents dans un parking, qui n'a pas pu se défendre. Et quand nous, karatéka, on lui a dit mais qu'est-ce que tu as fait, Nathalie? Mais je ne pouvais pas les taper, c'était des ados, c'était des enfants. Cette dimension-là, elle existe chez la femme.
Et l'homme en profite. L'homme en profite. Il n'y a qu'à voir une maman qui se penche sur le lit d'hôpital d'un enfant blessé ou d'un violent, c'est le même regard qu'elle porte sur lui. Il y a une dimension d'amour chez la femme, d'amour de l'autre, d'amour de l'enfant, de l'autre, qui est telle que parfois, cette dimension d'amour la freine dans sa capacité à se défendre parce qu'elle a peur de faire mal. Oui, puis on a peur aussi d'en prendre un peu plus. C'est-à-dire que si on commence à se défendre, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc, Et oui, et c'est la réflexion d'Isabelle. C'est la réflexion d'Isabelle quand effectivement elle est quasiment agressée à un moment donné. Et moi, j'ai entendu ça souvent. J'ai accepté, j'ai finalement cédé pour ne pas que ça s'envenime encore plus. Et c'est là que le mode d'emploi que j'apporte est une clé extraordinaire parce que ça permet, je répète, quelle que soit la force de l'homme, s'il est seul, effectivement, de sortir complètement de ses bras et de pouvoir s'enfuir vraiment sereinement. Alors, ça a été appliqué déjà. C'est une méthode qui a été appliquée par certaines de mes patientes qui sont trouvées dans cette situation et avec bonheur. Et en me disant après, mais je suis rassuré d'avoir pu faire ça pour me sortir de là et ne pas être assassiné au niveau de mon intimité pour le reste de mes jours. Robert Valette, le roman sur les hommes que toutes les femmes devraient lire, c'est publié aux éditions Ciné Laurent. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un blog? Vous avez quelque chose? Alors, non, je n'ai absolument pas de blog. Je suis sur le site de l'éditeur, Sidney Laurent, éditeur que j'apprécie énormément pour le sérieux du travail qu'ils ont fait avec moi. L'image de première page est une image qui m'a été conseillée par Sidney Laurent tout à fait à juste titre, parce que c'est une image qui a fait le buzz et qui a été extrêmement déviée et qui est connue de tout le monde, cette image-là. Et c'est un choix très judicieux qui accroche vraiment l'œil. Et il se trouve que Isabelle, à la fin du roman, est habillée exactement comme la femme sur la couverture, ce qui était tout à fait involontaire au départ. Donc, non, je n'ai pas de blog. Je n'ai pas de site internet pour l'instant. Voilà, j'ai des coordonnées, on peut me joindre de toute façon. Je continue à faire des soins en médecine quantique. Il se peut qu'un site internet voit le jour avec, entre autres, les conférences que j'ai données sous forme audio ou sous forme texte. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont en place. Alors, pour les soins quantiques, on vous retrouve comment? Par mail? Par mail, tout à fait. Alors, je peux même vous donner mon mail à l'antenne si vous pensez que c'est juste. Mon mail, c'est mon nom de famille, Valette, VALEDTE, .cmi, @gmail.com. Et on peut me joindre absolument. Et je peux travailler à distance en médecine quantique. Valette.cmi, comme Charles Mike India, @gmail.com. Merci beaucoup, Robert Valette. C'est un grand plaisir d'avoir pu parler avec vous, Joël, et j'espère effectivement que de l'aide apportée à travers cet ouvrage jusqu'à aujourd'hui continuera à travers vos auditrices et vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avez-vous vu l'image qui est derrière moi? Oui, j'ai vu, c'est une dame dans le désert, non? Alors non, et si vous prenez le livre, page 221, la dernière phrase de la page 221, et puis le début de la 222, et vous comprendrez l'image qui est derrière moi. C'est Winema. C'est un de mes personnages. C'est un de mes personnages qui existe, qui est une femme qui a existé réellement, qui est une Amérindienne de la tribu des Cris. Et j'ai vécu avec, à l'époque, à Genève, j'ai vécu ce que j'ai fait vivre à Isabelle dans la rivière et dans la Sweat Lodge. J'ai vécu ça avec des hommes, des Amérindiens, mais exactement ce que je décris dans le livre. C'est quelque chose que j'ai traversé avec eux. C'est absolument extraordinaire la puissance de cette culture amérindienne au niveau vibratoire, au niveau de la capacité de faire bouger les éléments. C'est absolument splendide. Voilà, ma chère Joëlle. Merci à vous. Que Dieu vous garde. Soyez prudente dans votre vie. Vous aussi, vous étiez prêtre avant, vous êtes défroqué? Oui. Je suis prêtre à vie. Je suis prêtre à vie et je suis guérisseur à vie.
mais un homme de paix. Merci Joël. Merci à vous, merci beaucoup. À Bonne bientôt. fin de journée. Au Merci. revoir. Au revoir.